Chaque année, des millions de mètres cubes de polystyrène expansé sont produits dans le monde, un matériau sans lequel la construction moderne et l'emballage seraient impensables. Léger, isolant et, en apparence, simple. Il cache en réalité une chaîne chimique complexe, où chaque granule se dilate des dizaines de fois. Mais il y a un détail que l'on ne trouve jamais dans les manuels ordinaires. Dans chaque minuscule bille se cache un gaz capable de la transformer en une structure duveteuse mais solide. Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez un secret qui changera votre perception de ce matériau banal mais étonnant. Le polystyrène expansé est fabriqué à partir de petites billes spéciales de polystyrène. C'est comme de la semoule, mais en plastique. Pour fabriquer ces billes, on prend une substance chimique, l'éthylbenzène, et on la chauffe jusqu'à ce qu'elle se transforme en styrène. Ensuite, ce styrène est mélangé à de l'eau et à une substance spéciale qui aide à former de minuscules gouttelettes. On chauffe à nouveau ces gouttelettes et on ajoute un autre adjuvant, qui fait que les gouttelettes s'agglomèrent en de longues chaînes et deviennent des billes de plastique solides. Mais ce n'est pas tout. Dans chaque bille, on injecte un peu de gaz, du pentane ou du dioxyde de carbone. Ce gaz agit comme un petit dispositif explosif à l'intérieur de la bille. Quand on chauffera les billes plus tard, le gaz se dilatera et fera gonfler la bille, comme un ballon. C'est ainsi que naît le polystyrène expansé, un tas de billes gonflées, collées ensemble. La première étape essentielle de la production de polystyrène expansé est la pré-expansion des granulés de polystyrène. Les granulés sont chargés dans une chambre spéciale, le pré-expanseur, où ils sont exposés à de la vapeur d'eau à une température de 100 à 110 degrés Celsius. Sous l'effet de la vapeur, le pentane à l'intérieur des granulés commence à se dilater, augmentant leur taille de 20, voire 50 fois. Ce processus peut être réalisé en une ou plusieurs fois, selon la densité souhaitée du produit final. Lors d'une expansion multiple, les granulés subissent plusieurs cycles de chauffage et de refroidissement, ce qui permet de contrôler plus précisément leur taille et leur structure. La température et la durée du traitement sont soigneusement régulées. Même de légers écarts peuvent entraîner une hétérogénéité de la structure du matériau. Après l'expansion, les granulés se transforment en billes légères à la structure poreuse. À ce stade, il est crucial d'assurer un refroidissement uniforme pour éviter la déformation ou l'agglomération des granulés entre eux. Les granulés pré-expansés nécessitent un conditionnement, un processus qui permet de stabiliser leur structure. Cette étape est critique pour la qualité du produit final. Les granulés sont stockés dans des silos spéciaux pendant 24 heures, à température ambiante et à une humidité contrôlée. Pendant le conditionnement, plusieurs processus importants se déroulent. Premièrement, la vapeur résiduelle à l'intérieur des granulés se condense, créant une dépression partielle. Deuxièmement, l'air ambiant pénètre progressivement à l'intérieur des granulés par des micropores, compensant la pression. Ce processus assure la stabilité de la taille des granulés et les prépare pour l'étape suivante du moulage. La qualité du conditionnement influence directement la solidité de la liaison entre les granulés dans le produit fini. Des granulés insuffisamment conditionnés peuvent entraîner la formation de points faibles dans la structure du polystyrène ou même le délaminage des blocs. L'étape la plus cruciale est le moulage des blocs de polystyrène. Les granulés conditionnés sont acheminés vers des moules métalliques spéciaux, les blocs moules, qui peuvent avoir différentes tailles selon les besoins de la production. Les dimensions de blocs les plus courantes sont 1000 par 500 par 1000 mm ou 1000 par 1200 par 1000 mm.
Dans le bloc moule, les granulés sont à nouveau exposés à de la vapeur d'eau à une température de 110 degrés. La vapeur est injectée par des orifices spéciaux dans les parois du moule, assurant un chauffage uniforme sur tout le volume. Sous l'effet de la vapeur, les granulés se dilatent davantage et fusionnent entre eux, formant un bloc monolithique. Le processus de moulage dure de 8 à 15 minutes, selon la taille du bloc et la densité souhaitée. Il est essentiel de maintenir une distribution uniforme de la vapeur, car un chauffage inégal peut entraîner la formation de zones denses et de zones lâches dans le bloc. La pression de la vapeur est également soigneusement contrôlée. Une pression excessive pourrait déformer le bloc ou le détruire. Après le moulage, les blocs de polystyrène subissent un refroidissement contrôlé. Ce processus n'est pas moins important que les étapes précédentes, car un refroidissement rapide ou inégal peut entraîner des tensions internes et la déformation des blocs. D'abord, les blocs sont refroidis à l'eau jusqu'à une température de 40 ou 50 degrés, puis ils sont laissés à l'air libre jusqu'à refroidissement complet à température ambiante. L'ensemble du processus de refroidissement prend environ 5 heures. Pendant le refroidissement, la structure des blocs se stabilise, les tensions internes disparaissent et la porosité finale du matériau se forme. Après refroidissement, les blocs sont stockés en entrepôt pendant 48 heures. Cela permet au matériau de reposer, d'achever tous les processus internes de stabilisation et d'acquérir ses propriétés physico-mécaniques finales. Les blocs de polystyrène fini subissent un usinage mécanique pour leur donner un aspect commercial et les dimensions requises. D'abord, les blocs sont équarris sur des machines spéciales à fil chaud, éliminant les irrégularités et formant des dimensions géométriques précises. Ensuite, les blocs sont découpés en plaques de l'épaisseur souhaitée. Pour cela, on utilise des machines de découpe thermique à commande numérique qui garantissent une grande précision des dimensions et une surface lisse. Le fil chaud est chauffé à une température de 200 degrés et coupe facilement le polystyrène sans déformer sa structure. Les usines modernes utilisent des lignes automatisées capables de produire des plaques d'épaisseur variée, de 20 à 500 mm. La précision de la découpe est de plus ou moins 1 mm, ce qui correspond aux normes de qualité les plus élevées. Chaque lot de produits finis subit un contrôle qualité obligatoire. On vérifie la densité du matériau, sa résistance à la compression et à la flexion, sa conductivité thermique, son absorption d'eau et sa stabilité dimensionnelle. Ces indicateurs doivent être conformes aux exigences des normes nationales et internationales. Une attention particulière est accordée à la vérification des dimensions géométriques des plaques et de la qualité de la surface. Les plaques présentant des défauts, fissures, irrégularités ou écarts de dimension sont rejetées et renvoyées au recyclage. Les plaques de polystyrène fini sont emballées dans un film polyéthylène pour les protéger des dommages mécaniques et de l'humidité. L'emballage contient également une étiquette avec des informations sur la marque du polystyrène, ses principales caractéristiques et sa date de production. L'ensemble du cycle de production du polystyrène, de la matière première au produit fini, dure de 2 à 3 jours et exige un respect strict des paramètres technologiques à chaque étape. C'est ce qui garantit la haute qualité et la fiabilité de ce matériau largement utilisé dans la construction moderne. Chaque année, plus de 50 milliards de tonnes de sable sont utilisées dans le monde. Mais imaginez un peu, même la richissime Dubaï importe du sable. Oui, au milieu du désert et des dunes, elle l'achète à l'Australie. Pourquoi ? Parce que le sien est trop fin. Maintenant,
Imaginez des broyeurs géants qui dévorent des montagnes pour créer des plages. Ici, rien n'est ce qu'il paraît. De la roche ancienne au paradis artificiel. Comment, à partir de la pierre, crée-t-on des rivages qui valent des milliards? Et quel secret technologique se cache dans chaque poignée de sable? Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez ce que même les promoteurs de luxe préfèrent taire. Dubaï importe du sable, d'Australie, d'Inde, d'Iran, mais surtout, elle le crée artificiellement à partir de débris de roche, de granit ou de calcaire. Compte tenu des particularités de son environnement naturel, le sable du désert local a un diamètre de grain moyen d'environ 0,15 mm, ce qui est beaucoup trop fin et trop rond pour créer des plages stables. À titre de comparaison, la granulométrie optimale du sable artificiel utilisé à Dubaï peut atteindre 2 mm. C'est précisément cela qui favorise une meilleure cohésion entre les particules, la stabilité du littoral et une sensation de confort sous les pieds. Dans les carrières massives, situées en périphérie de la ville, l'activité bat son plein, bien que cela ne ressemble en rien à la vie au sens habituel du terme. Là où les forces de la nature se sont un jour arrêtées, les hommes et les machines collaborent aujourd'hui pour transformer la forme et la substance de la pierre. De lourds excavateurs, tels les mâchoires métalliques de titans ancestraux, dévorent lentement et sans pitié les blocs de calcaire et de granit qui gisaient là, immobiles depuis des années, couverts de poussière et de la quiétude du temps. Ces engins titanesques, avec leurs godets puissants, découpent d'épaisses couches de roches, extrayant des fragments et des blocs de taille énorme. Le vrombissement des moteurs emplit l'air de rugissements sonores qui brisent le silence de la carrière, comme une tempête qui s'engouffre dans les montagnes. Les massifs rocheux, qui pendant des millénaires ont survécu aux tremblements de terre et aux pluies, semblent maintenant vulnérables face à l'assaut des mâchoires d'acier. Ces mâchoires de broyeurs, plus grandes qu'un homme, serrent et desserrent rythmiquement la pierre, comme des dents géantes qui dévoreraient la montagne pas à pas. Sous leur pression implacable, d'immenses morceaux de roche se fragmentent en morceaux de plus en plus petits. Les concasseurs à mâchoire travaillent avec une précision brutale. Ils brisent les blocs de telle sorte que de grosses pierres, de la taille d'un homme, il ne reste que des fragments de quelques dizaines de centimètres, que l'on peut déjà tenir dans ses mains. Ces fragments ne quittent pas la ligne de production. Ils sont immédiatement acheminés vers l'étape suivante, dans des rotors et des marteaux qui les pilonnent et les pulvérisent sans relâche, comme des couteaux qui hachent du bois, réduisant la granulométrie de la pierre jusqu'à la taille de grains de sable. Les moteurs de ces machines rugissent des grondes si fort qu'à l'oreille humaine, on dirait parfois que les roches elles-mêmes protestent contre leur transformation. La roche de granit se fissure sous la pression, se brise avec un son clair et retentissant, tandis que le calcaire, plus friable et plus rugueux, s'effrite comme du vieux bois sous les coups des engins. De fines particules arrachées à la masse principale forment une poussière qui flotte au-dessus de la carrière. Cet extraordinaire processus de broyage se poursuit sans interruption, jusqu'à ce que de la masse de pierre, il ne reste qu'une masse continue de petits grains homogènes, du véritable sable de pierre. La taille de ces grains, de 2 à 10 mm, est exactement celle requise pour le traitement ultérieur et la formation du sable artificiel. On peut facilement laisser couler ces grains d'une main à l'autre, sentir leur rugosité et leur poids, leur dureté et leur froideur dans la paume. Ils sont le résultat d'une longue et complexe transformation d'un minéral naturel, de la roche inébranlable aux matériaux fins, capable de donner aux rivages de Dubaï leur texture unique. Le sable, après un broyage primaire puis plus fin, arrive sur des tamis.
Les machines effectuent une sélection extrêmement précise, ne laissant passer que les grains de la taille optimale, parfaitement adaptés à la création de plages artificielles. Les particules trop grosses, susceptibles de nuire à l'homogénéité du revêtement et de compliquer la pose, sont bloquées. Elles sont automatiquement redirigées vers un cycle de broyage supplémentaire, où de puissants marteaux ou des concasseurs à rotor s'attaquent à nouveau à la pierre en réduisant la granulométrie. En revanche, les fractions trop fines, semblables à de la poussière ou à de très petites particules de pierre, sont séparées sur le champ. Elles sont inutiles pour ce type de travail, car elles ne sont pas assez stables et n'offrent pas la texture requise pour le sable de plage. Elles sont stockées dans des conteneurs séparés ou réintroduites dans le cycle de production pour un traitement ultérieur ou une utilisation dans d'autres domaines. Les opérateurs, malgré l'intensité et l'automatisation du processus, maintiennent une surveillance de tous les instants. Ils sont attentifs au moindre écart, car une seule poussière de pierre égarée, non conforme aux normes établies, peut gâcher l'aspect final de la plage ou dégrader la qualité du matériau. De telles particules étrangères peuvent créer des sensations désagréables au contact des pieds nus ou entraîner une irrégularité de la surface. Une fois que le sable est transformé en une masse homogène, il est immergé dans un environnement humide. Le lavage élimine la poussière, l'argile, les impuretés. Ensuite, une nouvelle étape, le séchage, pour qu'aucune goutte d'eau ne gêne le transport. Les laboratoires vérifient chaque lot. Est-il assez résistant? La granulométrie est-elle correcte? Ne reste-t-il pas de substances qui pourraient altérer l'aspect ou les sensations de la baignade? Et ce n'est que lorsque toutes les machines ont fait leur travail et que les spécialistes ont apposé leur signature sur les documents, que de longues plateformes chargent des sacs et des tonnes de ce sable pour l'amener à la mer. Là, une autre métamorphose l'attend. Des engins spéciaux, convoyeurs ou camions, déversent le sable en couches sur des zones préparées, où des drains ont déjà été installés, où le sol a été compacté, où tout attend sa nouvelle couverture. Ensuite, de lourds rouleaux compresseurs et des plaques vibrantes rendent le sable dense, élastique, alignant chaque grain pour qu'il tienne bon même sous la vague. Là où c'est nécessaire, on ajoute au sable des coquillages broyés, des fragments de corail, des minéraux pour la teinte ou l'équilibre thermique, et parfois même des granulés de biopolymères pour que le matériau fin ne soit pas emporté par le vent. Les additifs polymères et biogéniques qui améliorent la qualité du sable sont utilisés à hauteur de 5 à 8% de la masse totale du matériau fini. Les plus courants sont les fragments de corail et les coquillages broyés, qui ajoutent une teinte blanche et augmentent la capacité thermique des plages, ainsi que plusieurs types de polymères synthétiques, qui réduisent les pertes dues au vent. Leur utilisation est strictement contrôlée pour éviter toute pollution de l'environnement. On teste l'adhérence du sable, sa résistance à une pluie battante, on le pèse, on mesure sa dureté, on le teste même aux pieds nus, pour s'assurer qu'il est agréable au toucher. Vous n'imaginez pas à quel point la fabrication des câbles d'acier pour les ponts est un processus fascinant et impressionnant. J'ai récemment eu la chance de visiter l'une de ces usines et c'était une véritable célébration du génie et de la perfection technologique. Imaginez-vous, vous êtes dans un immense atelier où l'air est empli des sons du métal, d'énormes bobines de fils d'acier qui, tels des serpents gigantesques, se déroulent et s'entrelacent pour former des câbles incroyablement résistants, capables de supporter le poids de ponts entiers. Ce ne sont pas de simples fils, mais de véritables artères qui incarnent la force et la fiabilité, sans lesquelles les constructions modernes ne pourraient exister.
Tout commence par le choix de la matière première, un fil d'acier de haute qualité, qui doit posséder une résistance et une flexibilité exceptionnelles. Ces fils passent par un processus de tréfilage à froid où d'épaisses barres d'acier sont étirées à travers des filières spéciales, réduisant progressivement leur diamètre pour en faire des brins fins, mais extrêmement solides. Ce processus ne se contente pas d'affiner le fil. Il améliore ses propriétés mécaniques, le rendant résistant à la rupture et à la fatigue. Imaginez que chaque mètre de ce fil peut supporter des charges énormes, tout en restant souple et élastique. Une fois le fil prêt, le plus intéressant commence, la formation du câble d'acier. Des dizaines et parfois des centaines de ces brins sont d'abord toronnés, puis tressés en structures complexes qui assurent une résistance et une durabilité maximale. Chaque couche de fil a sa fonction. Les brins intérieurs supportent la charge principale, tandis que les brins extérieurs protègent de l'usure et de la corrosion. L'ensemble du processus ressemble à la création d'un tissu vivant, où chaque fil est une fibre distincte qui, ensemble, forment un tout solide et fiable. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est la précision et le contrôle avec lesquels ces câbles sont fabriqués. Chaque étape est accompagnée de tests rigoureux. On vérifie la résistance à la rupture, la résistance à la flexion et l'impact des conditions météorologiques. Les tests sont effectués à l'aide d'équipements spéciaux qui simulent les contraintes que le câble subira lors de son exploitation sur un pont. Ce n'est qu'après avoir passé tous les tests que les câbles reçoivent le feu vert pour être utilisés dans la construction. Un autre moment fascinant est l'application des revêtements de protection. Les câbles d'acier sont recouverts de couches anticorrosion spéciales qui leur permettent de résister à des années d'exposition à l'humidité, au sel et aux ultraviolets. C'est extrêmement important, car les ponts sont souvent situés dans des environnements humides ou dans des zones au climat agressif. Grâce à ces revêtements, les câbles non seulement conservent leur résistance, mais prolongent également la durée de vie du pont, garantissant sécurité et fiabilité. Imaginez l'ampleur de la production. Des usines capables de fabriquer des milliers de tonnes de câbles d'acier par an, déroulant et tressant des centaines de kilomètres de fil. Les fabricants américains, par exemple, ont des décennies d'expérience et appliquent les technologies les plus modernes, ce qui leur permet de créer des câbles pour les ponts les plus célèbres du monde. On sait que l'entreprise American Bridge a posé plus d'1 demi-million de miles de câbles d'acier pour des ponts suspendus, un véritable record qui témoigne de l'ampleur et de l'importance de cette industrie. Un autre aspect qui m'a frappé, c'est le rôle des ingénieurs et des technologues qui améliorent constamment les processus de production. Ils travaillent à rendre les câbles encore plus solides, plus légers et plus résistants aux charges extrêmes. L'utilisation de nouveaux alliages, l'amélioration des méthodes de toronnage et de revêtement, tout cela fait des câbles d'acier modernes de véritables chefs-d'œuvre de l'ingénierie. Pendant ma visite, j'ai vu d'énormes bobines de fil d'acier se déplacer en douceur sur des convoyeurs. Le fil passait par le tréfilage à froid et les artisans contrôlaient chaque centimètre de ce processus. C'était comme assister à la naissance d'un être vivant, qui deviendra bientôt une partie d'une structure grandiose, supportant des centaines de tonnes et résistant à toutes les épreuves du temps et des éléments. Les fabricants américains, comme l'American Bridge Company, ont une immense expérience dans la fabrication de câbles d'acier pour les plus grands et les plus célèbres ponts du pays. Ils produisent des milliers de tonnes de câbles chaque année, en utilisant des technologies modernes et un contrôle qualité rigoureux. On sait que pour les ponts suspendus,
On utilise des câbles à structure multicouche capables de supporter des charges de plusieurs centaines de tonnes par pouce carré. Lors de la construction du pont de Brooklyn, par exemple, chacun des câbles principaux était composé de 19 torons distincts, et chaque toron de 278 fils. Cela assurait une marge de sécurité énorme, permettant au pont de supporter non seulement le poids de sa propre structure, mais aussi le trafic et l'impact des éléments. Cette approche reste d'actualité aujourd'hui. Les câbles d'acier modernes pour pont sont fabriqués en tenant compte de multiples marges de sécurité et de fiabilité. La production de câbles d'acier aux États-Unis est une combinaison de tradition et d'innovation, où le savoir-faire des ingénieurs et des technologues est complété par des lignes automatisées et des équipements modernes. Chaque étape, du choix de la matière première à l'application des revêtements de protection, est contrôlée avec la plus grande attention, car la sécurité de milliers de personnes qui empruntent les ponts chaque jour en dépend. Quant aux entreprises européennes, notamment dans des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, ainsi qu'en Ukraine, en Roumanie et en Pologne, elles jouent un rôle crucial dans la fourniture de câbles d'acier pour la construction de ponts de toute taille, des passerelles piétonnes urbaines aux immenses ponts suspendus et à haubans. Le processus de production commence avec un fil d'acier de haute qualité qui subit un contrôle strict de sa composition chimique et de ses propriétés mécaniques. En Europe, la production est souvent réglementée par les normes DIN et EN, ce qui garantit la conformité des produits aux exigences techniques les plus élevées. Ces normes définissent les paramètres du matériau, la construction des câbles, le type de câblage, le degré de torsion et même le type de revêtement de surface des fils, ce qui permet d'adapter le produit à des conditions d'exploitation spécifiques. Les ponts modernes sont l'aboutissement de millénaires d'évolution de la pensée technique, où se marient tradition, innovation et matériaux de pointe. Ils ne se contentent pas de relier des rives, mais deviennent des symboles de ville, des monuments culturels et des chefs-d'œuvre techniques qui frappent l'imagination et inspirent de nouvelles générations d'ingénieurs. Parmi les merveilles de l'ingénierie moderne, on peut citer la roue de Falkirk en Écosse, un ascenseur à bateau rotatif unique qui relie deux canaux et permet de soulever les bateaux à 180 degrés. Cet ouvrage n'est pas seulement fonctionnel, il impressionne aussi par son design futuriste. Les ponts suspendus, comme le Golden Gate à San Francisco, illustrent l'utilisation de câbles d'acier qui supportent des charges énormes et assurent la longévité des structures. Chaque année dans le monde, plus de 2000 missiles de croisière sont lancés. Mais un seul peut voler à 50 mètres d'altitude, se faufiler sous les radars, parcourir plus de 1600 km et frapper sa cible avec une précision chirurgicale. Son nom ? Tomahawk. Mais comment conçoit-on une machine de mort qui pense, voit, décide et ne se trompe jamais ? Aujourd'hui, on va entrer dans les laboratoires et les ateliers de pointe, où naît chaque composant de ce missile. Et si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras un secret que même les manuels militaires ne racontent pas. Et toi, tu sais si ton pays fabrique des missiles de croisière? Écris-le en commentaire. La conception du Tomahawk, c'est une symphonie de formules, de vecteurs et de calculs. Les ingénieurs ne dessinent pas juste un fuselage. Ils résolvent des équations qui doivent traverser l'air au centimètre près. Chaque surface, chaque courbe, chaque ouverture de tuyère est modélisée dans des logiciels de conception assistés par ordinateur, testés en simulation aérodynamique. Objectif : créer un corps capable de parcourir plus de 1600 km, tout en restant presque invisible au radar, et parfaitement stable
à 30 ou 50 mètres du sol. Ce n'est pas juste un missile, c'est un petit avion de reconnaissance, en mission suicide. Dans les simulateurs numériques, on teste la force du vent, la résistance à 880 km/h, l'effet de la pluie, de la poussière, du sel marin. On vérifie même comment la navigation réagit en cas de brouillage ou de redémarrage du système embarqué. Une seule erreur, et au lieu de toucher sa cible, le missile frappe une grange au milieu de nulle part. Toutes les pièces, fuselage, électronique, cœur du système, tiennent dans un cylindre de presque 6 mètres de long et un demi-mètre de diamètre. C'est un art à part entière, emballer la mort, avec élégance. Ce n'est qu'après des dizaines de simulations et de lancements virtuels que la fusée passe à la fabrication réelle. Les plans sont alors transmis aux usines, avec équipement de précision et climat strictement contrôlé. Pas le droit à la moindre fissure, ni même un micron de trop. Le corps du missile, un tube de plus de 5 mètres et demi de long, un peu plus d'un demi-mètre de large, est assemblé par section, à partir d'alliages d'aluminium de haute qualité, parfois enrichi de titane. C'est une structure aérodynamique parfaitement calibrée, conçue pour résister aux vibrations, à la pression de l'air, aux changements de température et même aux explosions proches. Les pièces sont découpées au laser ou par jet d'eau avec une précision de l'ordre du centième de millimètre. Ensuite vient la mise en forme. D'énormes presses hydrauliques plient le métal comme s'il était du tissu. La soudure se fait dans une atmosphère inerte, souvent par des bras robotisés, pour éviter toute particule d'oxygène ou de poussière. Tout se déroule dans des cabines isolées, à température et humidité parfaitement stables. Les techniciens contrôlent chaque heure les micro-fissures par ultrasons, polissent les jonctions, appliquent des revêtements anti-corrosion. Même l'inscription Tomahawk est posée à ce stade, non pas pour faire joli, mais pour marquer le numéro de version, de lot, l'historique du missile. Le moteur? Un turboréacteur compact, le Williams F-107, semblable à celui d'un petit avion, mais conçu pour une précision extrême et une manœuvrabilité hors norme. Pour le construire, il faut des matériaux capables de résister à 1000 degrés Celsius et des machines opérant au millimètre près. Les pales de turbine sont faites d'alliage de nickel, dans une forme qui tient plus de la sculpture que de la pièce industrielle. Elles sont moulées en fonderie de précision, puis polies jusqu'au miroir, pour minimiser la résistance de l'air. Le compresseur et la chambre de combustion sont une mosaïque complexe. Bagues, joints, carters. Chaque pièce est testée pour son étanchéité, car un minuscule défaut, et le missile ne décolle même pas. La tuyère est en alliage thermorésistant, conçu pour supporter les flammes, sans se déformer. Sa forme est calculée pour offrir un maximum de poussée, avec un minimum de carburant. Le montage du moteur se fait en salle blanche, comme en laboratoire. Technicien en combinaison stérile, température contrôlée, humidité stable, chaque geste est mesuré. Une fois monté, chaque moteur est testé individuellement dans une chambre spéciale. On y injecte du carburant aéronautique, on lance la séquence et le moteur simule un vrai vol, sauf qu'il reste fixé sur une dalle bardée de capteurs. Les tests durent plusieurs heures. On contrôle la stabilité des tours, la température de la tuyère, la consommation de carburant, les vibrations, même le bruit. Car oui, le son pourrait trahir la position du missile en vol. Et seulement lorsque le moteur a chanté en hangar, on l'installe dans le corps du Tomahawk. C'est comme si on lui insufflait la vie, chaude, bruyante, mais maîtrisée à la goutte près. Le fuselage est prêt, le moteur en place. Mais le missile, lui, n'est pas encore vivant. Il ne sait encore rien. Il faut l'éveiller.
À l'intérieur, un véritable cerveau. Microprocesseur, capteur, antenne, mémoire. Lorsqu'on l'assemble, tout ça est silencieux. Mais dès qu'elle reçoit sa première impulsion électrique, la machine se réveille. Sa navigation est un ensemble de systèmes combinés. Des capteurs inertiels gardent le cap, même en cas de coupure totale. Le système de géolocalisation corrige la trajectoire sur des centaines de kilomètres. Mais surtout, elle voit. Des caméras analysent le relief. Chaque colline, ravin, pont est comparée à la carte en mémoire. S'il y a une forêt là où il devrait y avoir un champ, elle comprend que quelque chose cloche et elle décide. Le système de pilotage, c'est un réseau nerveux, souple, réactif, précis. Les petits gouvernes et stabilisateurs ajustent chaque angle, chaque montée. Ils ne voient qu'elle, pas la route, mais ils savent comment voler, comme un funambule dans le noir, sans filet. Et enfin, le plus important, ce qui transforme un bijou d'ingénierie en arme, sa charge explosive. À l'extérieur, un simple cylindre. Mais à l'intérieur, un explosif capable de percer du béton, de détruire des blindés, de pulvériser des abris. On le fabrique à part, en environnement stérile. Aucune étincelle, aucun électron libre. Tout est froid, calme, maîtrisé. Ici, on ne corrige pas les erreurs, on les empêche. Avant l'assemblage final, chaque composant est contrôlé. Rayon X, vibration, électronique. Puis vient le montage. Silencieux. Lent. Comme si quelqu'un assemblait une vieille horloge qui ne sonnera qu'une seule fois. Et quand tout est prêt, le missile repose dans son conteneur. Il ne clignote pas. Il ne fait pas de bruit. Il attend. Son vol est encore à venir, mais lui est déjà prêt. Un milliard, 300 millions de mètres de câbles Internet sous-marins reposent déjà au fond de nos océans. Et chaque année, ce réseau s'étend. Tout ça pour que nous puissions envoyer un message, regarder une vidéo ou passer un appel à travers les continents. Plus de 95% de tout le trafic Internet intercontinental transite par eux chaque jour. Plongés dans les abysses, ils franchissent des dorsales volcaniques, affrontent les requins, les navires et même la géopolitique. Comment crée-t-on ces infrastructures titanesques? Qui conçoit leur tracé? Comment les déploie-t-on au fond des mers, à des profondeurs de plus de 8000 mètres? Et que se passe-t-il lorsqu'un câble est endommagé? Pour que l'Internet traverse les océans, il faut un câble capable de résister à la pression, à l'eau salée, à la faune marine et à des décennies de service sans réparation. Tout commence par l'âme centrale, un conducteur en cuivre ou en aluminium, par lequel passera le signal principal. De grands lingots de métal purifiés sont fondus et passés dans des tréfileuses, des machines qui étirent le matériau à plusieurs reprises, à travers des filières de plus en plus étroites, réduisant son diamètre à quelques millimètres. À ce stade, on obtient une section parfaitement circulaire, exempte de la moindre micro-fissure ou poche d'air. Après le tréfilage, le fil subit un traitement thermique. On le chauffe à une température précise pour éliminer les tensions internes et le rendre plus flexible. Ensuite, il est nettoyé de ses oxydes, souvent par un procédé chimique ou à l'aide de rouleaux abrasifs. À la sortie, on a une âme brillante, lisse, presque parfaite. Elle est contrôlée automatiquement. Diamètre, résistance, flexibilité
et pureté de la surface. Cette âme doit pouvoir supporter des kilomètres de courbure et fonctionner sans défaillance, même à des profondeurs de plusieurs milliers de mètres. Selon le type de câble, l'âme est soit un conducteur unique et massif, soit un tauron de plusieurs fils plus fins, ce qui augmente sa flexibilité et sa résistance à la rupture. Une fois le conducteur en cuivre ou en aluminium prêt, il est immédiatement envoyé sur une ligne d'extrusion, une longue machine aux allures de tunnel. À l'intérieur, du polyéthylène chauffé à 250 degrés fond jusqu'à devenir une crème épaisse et visqueuse. Le conducteur avance sur le convoyeur et entre dans la tête de l'extrudeuse, où le polymère fondu enrobe le métal avec précision et uniformité, comme une seconde peau. Ici, chaque milliseconde compte. Trop lentement, et des coulures se forment. Trop vite, et le polyéthylène n'a pas le temps d'adhérer. Immédiatement après, le câble plonge dans un bain d'eau de refroidissement, où la couche de polyéthylène durcit rapidement, épousant étroitement le conducteur. Toute la surface doit être lisse, sans la moindre bulle ni fissure. C'est la première ligne de défense contre l'humidité. Après refroidissement, c'est l'heure du contrôle. Des lasers mesurent l'épaisseur de l'isolant et des caméras inspectent la surface. Si quelque chose cloche, le câble est coupé et recyclé. L'étape suivante est l'application d'un gel hydrophobe qui joue le rôle d'un bouclier invisible. Ce composé dense et visqueux remplit toutes les cavités à l'intérieur du câble, enveloppe la fibre optique et crée une barrière interne contre l'humidité. Dans une chambre spéciale, le câble passe à travers un système de buses ou de têtes rotatives qui injectent uniformément le gel sur la partie centrale et dans l'espace entre les fibres. Le gel ressemble à une graisse transparente. Il ne sèche pas, ne gèle pas et ne se dissout pas dans l'eau, même à 8000 mètres de profondeur sous la pression de centaines d'atmosphères. Sa principale propriété est de repousser l'eau. Si jamais la gaine du câble venait à être endommagée, le gel se répandrait instantanément et empêcherait l'humidité de pénétrer à l'intérieur, l'empêchant d'atteindre les fibres sensibles. À ce stade, il est aussi crucial que la quantité de gel ne soit ni excessive, ce qui compliquerait la pose des couches suivantes, ni insuffisante, ce qui diminuerait l'efficacité de la protection. Des ordinateurs régulent le dosage avec précision et des opérateurs vérifient visuellement le remplissage et l'homogénéité. Après l'application, un bref refroidissement et une stabilisation. Le câble est maintenant prêt à accueillir son cœur optique, les fibres qui transmettront la lumière d'un continent à l'autre. Ces fibres, généralement entre 4 et 12, sont d'abord groupées en modules. Chaque module est une capsule flexible contenant plusieurs fibres, offrant une protection supplémentaire. Les modules sont très soigneusement disposés en hélice autour de l'âme centrale. Cette configuration permet aux fibres de fléchir sans subir de tension, surtout lors de l'enroulement et de la pose du câble en mer. Pour que les fibres restent en place, elles sont calées dans le lit de gel qui a été appliqué précédemment. Il n'y a aucune colle, juste un contact étroit et une structure flexible. Il est essentiel qu'aucune fibre ne se croise, ne se brise ou ne se déplace. C'est un travail d'orfèvre, bien que réalisé sur une chaîne de montage. Ensuite, on vérifie la continuité de chaque fibre. On y envoie une impulsion laser. La moindre micro-fissure ou courbure provoquerait une défaillance et la fibre ne passerait pas le contrôle. Si tout est bon, la structure passe à l'étape suivante, l'isolation et le blindage supplémentaire. D'abord, une couche de polymère supplémentaire est appliquée sur la structure des fibres optiques, souvent du polyéthylène haute densité ou un autre matériau flexible et imperméable. Elle protège contre les dommages mécaniques,
le frottement et l'humidité. Cela se passe à nouveau dans une extrudeuse, similaire à celle où la première couche d'isolant a été appliquée. Le câble traverse le polymère fondu et plonge immédiatement dans un bain de refroidissement. Après refroidissement, le câble entre dans la section de blindage par fils d'acier. Des machines déposent uniformément des fils ou des rubans d'acier en hélice autour de lames déjà isolées. Dans les zones peu profondes, ce blindage est plus épais pour protéger contre les ancres, les filets de pêche et les morsures de requins. En grande profondeur, le blindage est plus fin, voire absent. Après le blindage, une autre gaine extérieure en polymère peut être ajoutée pour sceller l'ensemble de la structure. Les opérateurs inspectent attentivement la surface du câble. L'épaisseur est-elle uniforme? Y a-t-il des éraflures, des bavures, des fissures ou des défauts dans le blindage? Ensuite viennent les tests automatisés. Des lasers scannent l'épaisseur, des caméras enregistrent chaque millimètre. On envoie à nouveau des impulsions lumineuses à travers les fibres. Le signal doit passer sans retard, ni perte. Si un défaut est détecté à ce stade, on le découpe et les deux extrémités sont raccordées selon une technologie spéciale, créant une jonction parfaitement étanche. Après vérification, le câble arrive à la section de marquage. Ici, sur la gaine extérieure, on imprime les informations sur le lot, la date de production, le type de câble et sa destination. Souvent, tous les quelques mètres, pour qu'il soit facile d'identifier le câble même lors de sa pose au fond de la mer. Et enfin, l'enroulement sur les tourets. Ce sont de gigantesques bobines, pouvant atteindre 4 ou 5 mètres de diamètre, capables de contenir jusqu'à 2500 mètres de câble. Chaque spire doit être parfaitement aligné, sans torsion et avec une tension uniforme. Des systèmes automatiques régulent la vitesse et la force de tension, tandis que les opérateurs supervisent chaque étape. Si le câble est destiné à être posé en mer, les tourets sont immédiatement envoyés sur des navires câbliers, où ils sont installés sur le pont. Sinon, ils sont stockés dans des entrepôts spéciaux, avec contrôle de l'humidité, car même une corrosion mineure pourrait être fatale. Des milliers de tonnes de pression. Une vitesse de plus de 60 mètres par seconde. Et aucun droit à l'erreur. Au cœur d'une usine étincelante, où le grondement des presses se mêle au bruissement du métal, naît un matériau indispensable dans toutes les cuisines, les hôpitaux et même les fusées spatiales. C'est la feuille d'aluminium, plus fine qu'un cheveu humain, mais solide comme une armure. Comment transformer un lourd bloc d'aluminium en une bande brillante presque transparente? Comment atteindre une épaisseur parfaite de 6 microns, sans plis, fissures ou taches? On va te montrer comment, à partir de métal en fusion, naît la feuille d'aluminium qui conserve la chaleur, la stérilité et même la vie. Regarde bien, tu vas découvrir comment naît la plus fine arme de notre quotidien moderne. Tout commence avec un métal brillant qui a l'air d'avoir été tout juste sorti d'un lac d'argent des dieux. En réalité, c'est de l'aluminium recyclé, canettes de boisson, vieilles structures, ou de la matière première issue de la bauxite. On le jette dans d'immenses fours industriels, où règne une température d'environ 660 degrés, le point de fusion de l'aluminium. À l'intérieur, il ne fait pas juste chaud, c'est l'enfer. Le métal se transforme lentement en une masse liquide brillante qui ressemble à un miroir fondu. Et c'est là que la magie opère. On ajoute des alliages spéciaux, silicium, cuivre ou manganèse, pour donner à la feuille la dureté, l'élasticité et la résistance thermique nécessaires. C'est en gros
la première recette de ce qu'on appellera plus tard la feuille d'aluminium parfaite. Toute cette masse brûlante est versée dans des poches de coulée spéciales, qui partent ensuite vers l'étape suivante. Mais avant de les laisser passer, les opérateurs prélèvent des échantillons pour s'assurer que la composition chimique est exacte, qu'il n'y a pas d'impureté dans le métal liquide et que la température est parfaite. Ce qui est cool, c'est qu'à cette étape, les systèmes automatisés entrent souvent en jeu. Des capteurs spéciaux contrôlent la température et un logiciel envoie un signal si quelque chose ne va pas. D'énormes fours à induction peuvent contenir jusqu'à 100 tonnes de métal en une seule fois. Une seule de ces coulées, c'est des centaines de kilomètres de futures feuilles d'aluminium. Impressionnant! L'aluminium, brûlant comme le soleil, qui vient de quitter le four de fusion, ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve. Emballage de chocolat, casque d'astronaute ou barbecue de jardin. Mais la prochaine étape est claire, le coulage en lingots, ces gros blocs rectangulaires à partir desquels commencera le voyage vers la feuille d'aluminium. Le métal liquide est versé dans des machines de coulée en continu spécial. Elles le refroidissent instantanément, d'une température de plus de 600 degrés à 60 degrés, formant des blocs massifs pouvant atteindre 8 mètres de long et pesant jusqu'à 10 tonnes. Ce n'est pas encore une feuille, pas une bande, juste une ébauche. Mais elle doit déjà être parfaitement homogène, car la moindre petite bulle d'air ou particule étrangère dans la structure, et la feuille craquera plus tard, comme les nerfs avant une deadline. Le contrôle qualité ici est aussi de haute précision. À cette étape, on utilise des diagnostics par ultrasons, un peu comme ceux qu'on fait aux femmes enceintes, sauf que, au lieu d'un bébé, il y a une future feuille d'aluminium. On cherche les défauts internes, micro-fissures, cavités, défauts de remplissage. Dès que les lingots refroidissent, ils sont envoyés pour un traitement mécanique. On égalise la surface, on la polit, on la marque. Ils ne sont plus anonymes. Chaque lingot a son numéro, son histoire et ses caractéristiques. On peut suivre son parcours depuis la coulée jusqu'au rouleau de feuilles d'aluminium fini. Et pendant qu'un lingot part au laminage, un autre est déjà en train de naître. La coulée ne s'arrête jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause ni jour férié. Car le monde a besoin de feuilles d'aluminium pour cuire les patates au four, conserver les médicaments et dans certains cas, pour réfléchir les rayons du soleil en orbite terrestre. Alors, le géant d'aluminium part se reposer, mais pour très peu de temps. La première vraie épreuve l'attend, le laminage à chaud. Le lingot est chauffé à nouveau, cette fois-ci jusqu'à 400 degrés Celsius. Il n'est pas encore fondu, mais déjà malléable, comme de la pâte à ravioli. Après ça, il passe à travers d'énormes laminoirs, des cylindres d'acier, grands comme une pièce, qui le compressent avec une force gigantesque, transformant le bloc encombrant en une longue bande brillante. C'est un peu comme étaler de la pâte avec un rouleau à pâtisserie, sauf que le rouleau tourne à une vitesse allant jusqu'à 100 mètres par minute. Et la force de pression, c'est des centaines de tonnes. À chaque passage, la feuille devient plus fine et plus longue. Si au début son épaisseur est de presque 60 cm, après quelques passages d'achaux, elle est inférieure à 10 mm. Ce n'est pas encore de la feuille d'aluminium, mais ça ressemble déjà beaucoup à quelque chose de familier. De grandes feuilles brillantes, qui refroidissent et sont enroulées en bobines, pouvant atteindre 150 mètres de long. Et tu sais ce qui est génial? Le laminage à chaud, ce n'est pas juste une simple compression physique. Ce qui compte ici, c'est la structure du grain du métal.
son élasticité, sa tension interne. C'est pourquoi le laminage est contrôlé par des ordinateurs spéciaux avec des capteurs de température et des mesureurs d'épaisseur laser. Si quelque chose ne va pas, la ligne s'arrête. Les bobines refroidies sont placées dans des rayonnages spéciaux, comme du champagne dans une cave. Là, elles se reposent un peu, évacuant le stress du laminage, pour ne pas craquer ensuite à mi-chemin du supermarché. Après le laminage à chaud, la bobine d'aluminium ressemble à une tôle de toit de supermarché. Rugueuse, même si elle brille. Mais tu ne peux pas encore appeler ça de la feuille d'aluminium. Il faut la magie de la précision. Et cette magie, c'est le laminage à froid qui l'a créée. Cette fois, on ne réchauffe pas le métal. Au contraire, la bande est passée dans des laminoirs de haute précision, à température ambiante, où elle est comprimée encore plus fort par les rouleaux. La chaleur n'est pas nécessaire, car après le chauffage et l'étirement précédent, l'aluminium est devenu suffisamment plastique pour se plier sous la force même sans réchauffement supplémentaire. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. L'épaisseur diminue jusqu'à 0,2 mm et parfois encore plus finement. C'est 10 fois plus fin qu'un cheveu humain. Imagine qu'une feuille aussi fine puisse être enroulée en une bobine longue de 20 km. Et tout ça à partir d'une seule ébauche. Le processus ressemble à un jeu délicat entre les rouleaux d'acier et le métal fragile. Mais la moindre erreur, et la feuille se déchire ou se froisse. C'est pourquoi le contrôle est presque de l'orfèvrerie ici. Ultrasons, lasers, scanners optiques. Tout travaille en synchronisation pour que la bande reste parfaitement droite, lisse, sans micro-fissures, ni bosses. Et un autre détail, le brillant miroir de la feuille d'aluminium. Ce n'est pas de la peinture ou du vernis. C'est le résultat du laminage par paire. 2 feuilles ensemble, les côtés brillants vers l'extérieur. Celles qui sont en contact avec les rouloirs deviennent mates et les extérieures brillantes. Ensuite, on les sépare simplement. D'ailleurs, c'est précisément dans ce processus que naissent la feuille d'aluminium ménagère, l'emballage pharmaceutique, la feuille pour les yaourts, le chocolat, le café, et aussi la feuille isolante pour l'espace et les voitures électriques. Tout ça, c'est le même matériau, juste traité et coupé différemment. Et dès que la feuille atteint l'épaisseur voulue, elle est trempée dans des fours pour éliminer les tensions internes et préparée pour l'étape finale, la découpe et l'emballage. Chaque seconde, dans le monde entier, on mange plus de 300 chips Pringles. C'est pas juste un snack, tu vois? C'est carrément de l'ingénierie alimentaire, qui ne ressemble à aucune autre chip. Mais si je te disais qu'à l'intérieur de chaque tube, c'est une formule de précision, où la pomme de terre se transforme d'abord en purée, et ensuite en un disque incurvé parfait, en forme de paraboloïde. Que ce n'est pas de la friture, mais de la sculpture sur tapis roulant. Dans cette vidéo, tu vas voir comment naissent 5 millions de chips par jour. Et pourquoi les Pringles, ce n'est pas du tout ce que ça a l'air d'être. Accroche-toi! Pour les Pringles, on n'utilise pas n'importe quelle patate. C'est un type de pomme de terre bien spécifique, qui convient parfaitement pour faire des chips fines, croustillantes et bien plates. En général, ce sont des variétés spéciales, avec beaucoup d'amidon, qui donnent la texture et le goût qu'il faut. Ce qui différencie cette pomme de terre, c'est qu'elle a une structure homogène, sans gros trous, et qu'elle n'est pas trop humide. Ça, c'est super important pour que les chips ne soient pas grasses ou ramollies. C'est grâce à ça que les Pringles ont cette tranche croustillante et parfaitement plate, facile à empiler dans ce tube qu'on connaît tous. Souvent, on utilise même un mélange de plusieurs variétés de patates, histoire d'avoir un résultat
et un goût les plus constants possibles. Parce qu'une pomme de terre, c'est un produit vivant, et ses caractéristiques peuvent changer d'une saison à l'autre. Du coup, le contrôle qualité, il est super strict ici, du champ jusqu'à l'emballage. Tout commence par le choix des meilleurs tubercules. Ce sont elles qui donneront la future récolte. Avant de les planter, on chauffe les pommes de terre de semences et on les fait germer, pour qu'elles soient bien costaudes et prêtes à pousser. Et la terre? On la prépare aux petits oignons pour que les plantes aient le maximum de nutriments. Parce qu'une pomme de terre heureuse, ça donne les meilleures patates. On enterre les tubercules à la profondeur idéale, en laissant de l'espace entre les rangs pour que les racines puissent respirer et grandir. L'arrosage, c'est obligatoire, surtout quand les tubercules se forment, parce que sans eau, rien ne pousse, c'est logique. Mais les mauvaises herbes et les insectes nuisibles, ce sont les vrais ennemis, alors les agriculteurs surveillent chaque plante comme un trésor précieux, la protégeant de tous les dangers. Et puis, arrive le moment de la récolte. Quand les feuilles jaunissent et sèchent, ça veut dire que les pommes de terre sont mûres. Des machines spéciales sortent délicatement les tubercules de la terre, sans les abîmer. Et ensuite, on sèche et on trie les patates. Seules les meilleures iront à la production. Elles sont stockées dans des entrepôts frais, avec des conditions idéales pour rester fraîches longtemps. Des camions géants, chargés à ras-bord de pommes de terre, arrivent un par un sur le site de l'usine. Les roues grincent, l'air sent bon la terre fraîche, et d'énormes plateformes hydrauliques soulèvent les bennes et déversent littéralement des tonnes de patates dans des trémies en forme d'entonnoir. Impressionnant! Après ça, l'eau. Pas juste des petits jets, mais des cascades entières qui tombent sur les tubercules sous une pression de dizaines d'atmosphères. Le lavage des patates, c'est comme un rituel de purification. De puissants jets emportent la terre, le petit gravier, les morceaux de feuilles, tout le superflu disparaît. Et des brosses rotatives spéciales, avec des poils doux mais résistants, travaillent comme une armée de petites fées du ménage, polissant chaque pomme de terre jusqu'à la faire briller. Tout le processus se passe à une vitesse folle. Les patates se déplacent en flux continu, à travers des tubes et des goulottes métalliques étincelants, avec du bruit, de la vapeur, et le clignotement rapide des indicateurs et des gyrophares. Après le lavage, on trie les pommes de terre. On écarte celles qui sont abîmées ou trop petites. Pour ça, on utilise des lignes de tri automatiques avec des caméras et des capteurs qui détectent la qualité avec une grande précision. Tout ce qui ne correspond pas au standard est mis de côté. Ensuite, le plus intéressant. L'idée des Pringles, c'est que chaque chip soit exactement la même, parfaitement fine, avec cette forme incurvée qu'on connaît bien. Pour y arriver, à l'usine, on ne coupe pas les pommes de terre en fines rondelles, comme pour les chips traditionnels. Au lieu de ça, on les réduit en une purée délicate. Ça, c'est le boulot de broyeurs géants et de mixeurs puissants qui traitent des tonnes de matières premières chaque heure. La masse doit être super homogène, sans grumeaux, sans morceaux de peau, sans parties sèches. Du coup, la purée est passée en plus à travers des filtres, des tamis et des presses à vis sans fin qui éliminent tout ce qui ne va pas. Cette étape, c'est la clé. C'est grâce à ce broyage méticuleux et à cette purification que la purée de pommes de terre devient plastique, comme une pâte. On peut alors l'étaler en une feuille fine, dans laquelle on va découper les futurs chips. Mais on n'y est pas encore. La masse doit avoir la consistance parfaite, ni trop humide, ni trop sèche. L'eau est ajustée automatiquement, avec une précision infime, de l'ordre d'une fraction de %. À cette étape, les Pringles n'ont pas encore leur forme, mais elles se préparent déjà à devenir le snack culte qu'on connaît.
Une fois que la purée de pommes de terre est transformée en une masse homogène avec une texture idéale, elle est envoyée sur des tapis roulants spéciaux, où commence le processus de formation de la feuille. Un rouleau énorme, comme un rouleau à pâtisserie géant, étale la purée en une couche uniforme et super fine, d'environ 1 mm d'épaisseur. Ce processus est automatisé dans les moindres détails. Des capteurs vérifient constamment l'épaisseur de la couche, pour qu'aucune chip ne soit ni trop épaisse, ni trop fragile. La température et l'humidité de la pièce sont aussi contrôlées, tout pour assurer la stabilité de la pâte. Après ça, entrent en jeu les emporte-pièces rotatifs. Ce sont d'énormes moules métalliques qui ressemblent à des tampons ronds qui tournent et découpent les chips dans la feuille, comme des découpoirs à biscuits. Ce qui est cool, c'est que la forme de selle ou de paraboloïde hyperbolique, pour laquelle on connaît les Pringles, apparaît déjà à ce stade. Des matrices incurvées spéciales ne font pas que découper un cercle. Elles donnent tout de suite à la chip sa courbure caractéristique, grâce à laquelle elle garde sa forme, ne casse pas dans le tube et s'empile parfaitement les unes dans les autres. Ingénieux! En gros, c'est comme une presse d'imprimerie qui ne fait pas que découper, mais qui sculpte. Les restes de pâte qui restent entre les formes découpées sont automatiquement récupérés, mélangés à de la nouvelle purée, et repartent dans le processus. Aucun gaspillage, juste de l'efficacité. Et tout ça à un rythme effréné, des dizaines de milliers de chips à l'heure. Une fois que les chips sont frites et refroidies, elles arrivent sur un long tapis roulant qui passe sous un système de pulvérisation d'assaisonnement. C'est un peu comme une douche culinaire. D'en haut, un mélange aromatique tombe uniformément sur les chips. Paprika, fromage, crème aigre et oignon, peu importe. Des distributeurs calculent précisément la quantité d'épices par gramme de produit, pour que chaque chip ait exactement le même goût. En parallèle, pour que les assaisonnements accrochent mieux à la surface, les chips peuvent être légèrement humidifiés avec une fine pulvérisation d'huile ou d'émulsion avant de passer sous cette chute de neige d'épices. Tout est automatisé, mais ça ressemble à un spectacle. Le convoyeur fait avancer doucement les petites feuilles croustillantes et d'en haut, comme tombant du ciel, les assaisonnements colorés s'abattent. L'odeur à cette étape est juste dingue. L'entreprise propose plus de 100 saveurs différentes à travers le monde. Dans chaque pays, il y a des saveurs locales spécifiques. Par exemple, wasabi, concombre et yaourt, chair de crabe, pizza ou sel marin et citron vert. Dans une grande usine Pringle, on peut produire jusqu'à 5 millions de chips par jour, ce qui signifie qu'il faut 500 kg d'assaisonnement quotidiennement, en tenant compte des différentes saveurs. C'est énorme!